Bienvenue virtuellement dans la salle du Conseil de la Métropole de Lyon. On est ravis de vous accueillir pour cette réunion de clôture restitution de l'opération de sciences citoyennes Moustim qui s'inscrit dans le projet de recherche RESEDAP soutenu par la Métropole de Lyon et l'INRAE et qui a été piloté par une équipe de choc dont Vincent Raquin en lien avec, c'est plus le ID, c'est l'ERAD, c'est ça? Avec l'ARS, avec la métropole de Lyon et puis des autres partenaires scientifiques dans un consortium assez large. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Vincent Raquin qui va vous présenter les résultats des expériences auxquelles vous avez, pour certains d'entre vous, contribué et on vous avait promis de venir vous présenter les résultats. Et donc, c'est ce soir et je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Vincent. Merci Clémence. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue à tous pour cette réunion de clôture de l'opération Moustim. Je remercie en particulier toutes les équipes du Grand Lyon qui ont tout organisé pour que cette visioconférence soit possible et qu'on puisse vous montrer les résultats, le fruit de votre travail. Alors ça va être une présentation assez courte. C'est un diaporama qui va être enregistré. Vous avez dû le voir en vous connectant. Comme ça, on va pouvoir mettre à disposition la vidéo de l'enregistrement pour ceux qui n'auront pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, on vous propose de faire la présentation qui devrait durer une vingtaine de minutes et de prendre les questions s'il y en a à la fin dans le chat. Et comme ça, on pourra y répondre avec l'ensemble de mes collègues qui sont autour de la table. Alors, comme c'est une réunion publique à laquelle certaines personnes n'ayant pas fait Moustim peuvent potentiellement participer, je me suis permis de remettre une petite slide d'introduction sur comment a démarré ce projet et pourquoi on a fait Moustim. Donc, vous voyez ici en photo des exemples d'espèces de moustiques qui colonisent naturellement la France métropolitaine. Mais vous voyez qu'une espèce a pris vraiment le pas sur toutes les autres. C'est pour ça que je l'ai mise en beaucoup plus grand. C'est ce fameux moustique tigre. Donc, c'est une espèce invasive qui est installée dans le Rhône depuis 12 ans et puis en France depuis une vingtaine d'années. Et en fait, elle a pris autant de place dans l'écosystème, une densité aussi forte, pour deux raisons essentielles. D'une part, de par ses capacités écologiques, ça on l'a dit dans la réunion de lancement de Moustim, mais c'est une espèce qui colonise vraiment tout un tas d'environnements, en particulier plein de petits gîtes artificiels qu'on lui laisse allègrement libre pour sa reproduction. Et puis aussi parce qu'on ne fait pas tous les efforts qu'on devrait faire à la fois individuellement et collectivement pour la contrôler de la meilleure des manières, ce qui lui permet de proliférer à foison. Et le problème, c'est que cette densité est associée à une nuisance très 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 forte. Une partie des gens qui se sont inscrits sur Moustim venaient parce qu'ils en avaient vraiment marre de la nuisance liée au moustique tigre. Et puis, même si ça reste encore très marginal, elle est associée aussi à une transmission de pathogènes avec quelques dizaines de cas de virus transmis par ce moustique qui sont détectés chaque année sur les territoires français pour des personnes qui n'ont pas voyagé, ce qu'on appelle des cas autochtones. Donc, dans ce contexte, il y a vraiment besoin de tout un tas d'initiatives pour mieux vivre en fait avec le moustique tigre. Et je dis mieux vivre parce que on a bien dit aux participants de Moustim que eux et puis les générations futures devraient s'accommoder de ce moustique qui s'est installé là et qui est bien implanté pour longtemps. Donc on a besoin vraiment de mieux comprendre pour pouvoir vivre avec lui. Et c'était ça en particulier l'objectif de Moustim, c'était de proposer une approche innovante pour, en plus de ce qui est déjà fait par ailleurs par la métropole, l'ARS et puis tous les plans de lutte contre le moustique tigre, essayer de tenter autre chose pour améliorer notre combat face à ce moustique. Donc, les objectifs du projet, c'était en fait de faire un projet de science citoyenne qui va en fait faire une connexion entre les chercheurs et les citoyens, mais aussi entre les citoyens et les chercheurs. Le but, c'est de se faire rencontrer ces personnes qui, naturellement, se rencontrent pas forcément, et aux chercheurs de transmettre leur savoir et leurs connaissances pour éclairer en fait les citoyens sur peut-être des sujets qu'ils maîtrisent moins bien,
parce que mieux connaître, ça permet de mieux gérer. Et puis, s'engager dans un vrai projet au long cours, c'est aussi vecteur d'un engagement plus solide, puisque si on donne... Ah, attendez, il y a un petit problème peut-être d'enregistrement. J'ai pas eu le temps de voir tout le message. Est-ce qu'on entend bien? Tu peux juste me dire le message de Lorelai si peut-être qu'il faut que je prenne. Est-ce que si je le prends comme ça va mieux? Ah, parfait. OK. Donc, si vous m'entendez mieux, c'est parfait. Donc là, c'était vraiment l'idée de mieux comprendre pour mieux gérer le moustique et puis aussi de s'investir dans un projet pour vraiment focaliser son engagement et puis essayer d'en tirer des leçons pour améliorer les politiques publiques face au moustique tigre. Et évidemment, les citoyens, ben, eux, c'est aussi mieux connaître pour mieux comprendre, mais c'est nous aider aussi à collecter des données pour mieux comprendre le moustique tigre, nous aider à innover, c'est-à-dire développer des nouveaux protocoles pour acquérir de nouvelles données, pour les analyser, et puis aussi faire émerger des nouvelles questions, ce qu'on appelle l'effet levier en recherche, c'est-à-dire travailler avec des gens. Ça nous permet d'avoir des nouvelles idées, créer des nouveaux réseaux, et puis d'ouvrir de nouveaux champs d'études pour faire avancer la recherche. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le cœur, l'ADN du projet Moustique. Donc, c'est un projet pionnier. Je rappelle que c'est au meilleur de nos connaissances le premier projet dans lequel il y a des gens en France métropolitaine qui sont invités à collecter des moustiques pour des besoins de recherche. Et c'est un projet qui fête aujourd'hui presque ses 1 an, puisque vous voyez qu'il a commencé en juin 2023 avec une collecte qui a eu lieu au mois de septembre. Et puis, il y a eu tout un moment où on a dû analyser les données, faire des visites chez les citoyens qui étaient engagés dans Moustim. Et ça a pris pas mal de temps. Et aujourd'hui, c'est la dernière étape, l'étape de clôture, de rendu des résultats, où on vous présente le fruit de votre travail. Et c'est quasiment, pas jour pour jour, mais presque 1 an après le lancement de ce projet. Donc, ce projet, il s'est axé autour de la métropole de Lyon, hein, puisque c'est un projet qui est soutenu financièrement par la métropole, qui a un territoire en fait qui est composé de 59 communes. Et on avait des participants qui se sont inscrits sur 47 d'entre elles. Donc, on avait quand même une bonne représentativité des différents territoires de la métropole. On avait quand même 12 communes dans lesquelles on n'avait pas d'inscrits. Et ça, malgré qu'on ait fait une communication qui était extrêmement réduite, c'est-à-dire qu'on a laissé les messages vraiment sur le site de la métropole, mais on n'a pas communiqué très largement. Et à notre sens, c'est une preuve aussi de l'intérêt de ce sujet moustique pour les citoyens et même dans la société en général. Et donc, je vous présente rapidement le profil des participants de Moustim. Donc, on avait dans l'inscription en juin 2023 395 personnes qui ont souhaité participer au projet Moustim. Et si on avait pu, on les aurait tous accueillis chaleureusement. Malheureusement, on n'avait pas les moyens de prendre autant de personnes, donc on a dû en sélectionner 100. Et il y en a 70 qui ont terminé complètement l'étude et qui nous ont rapporté les pièges et à partir desquels on a pu regarder la densité et les différentes espèces qui étaient présentes. Et ces graphiques qui vous montrent le genre, l'âge, le type d'appartement et puis la nuisance ressentie par les participants, ils sont là surtout pour vous montrer que notre processus de sélection et puis le hasard qui a fait que les 70 qui ont terminé le projet n'a pas biaisé l'échantillonnage et qu'on a vraiment un profil qui est conservé entre les inscrits et les finishers, on va dire les gens qui ont vraiment participé et complété le projet. Donc ça, c'est une série de cartes qui vous montre en fait la répartition des inscrits, des sélectionnés et des participants sur le territoire de la métropole. Donc on retrouve bien les 12 communes ici en gris sur la carte A où on n'a pas eu de participants. On voit qu'on a eu une densité de participation, d'inscription un peu plus élevée dans le centre de la métropole plutôt que dans les alentours. Et on a dû donc faire une sélection, comme je vous le disais. Donc, on n'a pas forcément biaisé l'échantillonnage, dans le sens où on a gardé des participants qui faisaient partie de toutes les communes dans lesquelles on avait au moins un représentant. Mais le biais de cette sélection, c'est que parfois, dans certaines communes, on n'avait qu'une seule personne qui capturait des moustiques. Donc, forcément, c'est difficile de conclure quand on a juste un point de prélèvement à l'échelle d'une commune. Donc, ces 70 participants, on en a perdu un petit peu juste après le lancement du projet, c'est-à-dire dès qu'ils ne sont pas venus à la réunion de lancement.
Et puis on en a perdu un tout petit peu pendant aussi, c'est-à-dire des gens qui étaient venus récupérer leurs pièges, mais qui n'ont pas rapporté leurs pièges à l'issue du projet. Donc on a des pièges qui sont encore perdus dans la nature, et s'il y en a parmi vous qui sont connectés et qui se rendent compte qu'ils ont oublié de rendre leurs pièges, ça serait super de faire un petit saut à la métropole pour nous le déposer. Et si vous avez votre carte, je pense que c'est toujours quelque chose qu'on peut analyser, donc n'hésitez pas. Donc je précise qu'il y a plusieurs communes dans lesquelles il y a un seul participant, c'est important, parce qu'on ne peut pas tirer des conclusions vraiment à l'échelle d'une commune quand on a un seul point de prélèvement. Gardez bien ça en tête quand on regardera la carte de densité du moustique. Donc méthodologiquement, comment ça s'est passé? Eh bien, je fais un rappel, vous connaissez ça mieux que moi, puisque maintenant c'est vous les experts de la collecte de moustiques à domicile. Donc on a distribué un piège de type piège pondoir qui attire les femelles moustiques en recherche d'un lieu de ponte. Et puis une fois que les moustiques sont attirées dans ce petit bocal, elles tournent en rond parce qu'elles ne peuvent pas accéder à l'eau pour pondre leurs œufs. Elles finissent collées sur une petite carte. Et cette petite carte collante, c'est celle qui a été analysée. Donc, on a regardé le nombre de moustiques qu'on trouvait et quelle était la quantité de chaque espèce identifiée sur la carte collante. Les collectes, elles ont eu lieu pendant 3 semaines, entre le début et fin septembre. Et tout au long de la collecte, en fait, il y a eu vraiment des échanges de messages assez nourris. On voit ici qu'il y a eu une quinzaine d'échanges sur le site de la métropole de Lyon, où des gens ont partagé parfois des petites difficultés ou un piège qui était trouvé, etc. Donc ça a permis vraiment de combler les manques et de réagir en cas de problème. Mais globalement, après discussion avec les participants, on a eu très peu de problèmes d'utilisation, des gens qui auraient eu des grosses difficultés à mettre en place leur piège ou à l'utiliser. On a eu quelques personnes qui ont peut-être positionné de manière sous-optimale, mais souvent quand ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire ils mettent le piège en plein soleil ou des choses comme ça, mais sinon les pièges étaient globalement plutôt bien placés. Après, ce qui a perturbé un petit peu, deux facteurs qu'on a identifiés qui ont pu perturber un peu la collecte, c'est que d'une part, on a une météo qui était assez peu propice en début de collecte. On a eu des grosses pluies, notamment début septembre, qui n'ont pas facilité la collecte des moustiques, puisque s'il pleut sur cette carte, elle devient forcément un peu moins collante, puis il y a forcément un peu moins de moustiques qui volent aussi. Et c'était aussi une période 3 semaines qui était un peu trop étendue, puisque la qualité des prélèvements n'a pas permis forcément d'identifier bien toutes les espèces qui étaient collées sur les cartes, puisque vous allez voir qu'il n'y avait pas que du moustique tigre qu'on retrouvait sur vos cartes. Alors justement, ce premier graphique de résultat vous montre la proportion de moustiques entre moustiques tigres et les autres, on va dire, qu'on a trouvé, puisque je ne suis pas arrivé à identifier clairement les espèces de moustiques autres que le moustique tigre qui étaient présentes. Il y en avait beaucoup qui étaient abîmés, sans doute à cause de cette fameuse période de collecte qui était un petit peu trop longue. Mais on voit quand même sur ce graphique A, là, que la proportion de vert, c'est la proportion relative de moustiques tigres versus le reste parmi tous les candidats qui ont terminé le projet. On voit quand même qu'il y a beaucoup plus de vert que de rouge. Donc on a quand même capturé une majorité de moustiques tigres, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est des pièges qui sont plutôt spécifiques de cette espèce-là. Et ici, je vous ai remis une carte de la métropole avec des graphiques camembert. On voit la proportion pour chaque point de collecte et on voit qu'il y a quand même une majorité de vert. Après, je serai très prudent sur l'interprétation de ces résultats-là, puisque dans le rouge, en fait, on a des espèces qui ne sont pas du moustique tigre, c'est sûr, mais aussi on a probablement des moustiques tigres un peu dégradés que je n'ai pas pu rentrer dans la case moustique tigre, mais qui en sont probablement. Donc, il ne faut pas trop essayer de surinterpréter ces données-là. Mais on a quand même une majorité de moustiques tigres. Et si on s'intéresse maintenant à la fréquence de capture, donc ici sur ce graphique, on voit le nombre de moustiques par piège. Et on voit que on a eu beaucoup de pièges dans lesquels on a capturé entre, on va dire, 0 et 5 ou 6 moustiques. Et puis après, on en a eu quand même moins, où on a capturé beaucoup de moustiques, même si on a quand même eu quelques pièges, où on avait parfois 35, 38, 39, 40 moustiques, ce qui est quand même assez exceptionnel pour ce type de piège. Donc on a quand même réussi à cibler des zones dans lesquelles il y avait beaucoup de moustiques, ce qui enlève aussi certains doutes sur le protocole de piégeage, puisqu'on aurait pu se poser la question avec des pièges un peu neufs, dont l'odeur aurait pu peut-être repousser certains moustiques. Là, a priori, c'était pas trop le cas. Donc on est plutôt confiant sur les résultats de ce point de vue-là. Et maintenant, je vous montre la fameuse carte tant attendue de la densité du moustique tigre sur les 70 points de collecte qu'on a réussi à former.
Donc, vous voyez ici la carte de la métropole. Chaque point, c'est une zone de collecte. Et l'intensité de la couleur rouge vous montre le nombre de moustiques qui a été collecté sur ce point. On voit déjà qu'on a fait des collectes importantes, que ce soit dans le centre ou dans la périphérie de la métropole. Ce qui signifie, et ce qui était assez connu et attendu de ceux qui s'occupent du sujet moustique, on peut très bien avoir des très fortes densités dans le centre, dans les arrondissements de Lyon, mais aussi dans la périphérie de la métropole. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y aurait pas de pattern, de profil, par exemple, je ne sais pas, le nord ou l'est ou l'ouest de la métropole qui serait plus infesté que le sud ou que l'est. Il y a vraiment une répartition qui est hyper hétérogène du moustique tigre. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Là, c'est un peu difficile avec seulement 100 pièges, mais la réponse, elle est quand même assez clair, c'est que ça dépend vraiment, cette densité de moustiques tigres, du micro-environnement. Typiquement, si on regarde ce point-là, là, qui est très rouge dans Lyon 3, eh ben, on voit qu'à côté, très près, il y a des pièges qui n'ont rien collecté du tout. Et ça s'est confirmé quand on a fait les visites chez les gens. On a vraiment vu des zones où, oui, c'était logique qu'il y ait une très forte densité de moustiques à cet endroit-là, mais à côté, qui n'en est pas du tout. Donc, c'est vraiment le micro-environnement qui va dicter presque directement la densité de moustiques tigres qu'il va y avoir à un endroit donné. Et ensuite, on peut essayer d'aller plus loin pour donner un peu plus de sens à ces résultats. Donc ça, c'est des analyses qui sont en cours. Je vous ai présenté un duo de cartes ici pour essayer de voir, par exemple, l'effet de l'étage du domicile en fonction de la densité de moustiques qui était collectée. Donc ici, vous avez sur cette carte à gauche, la A, la densité de moustiques, avec les petits triangles, ce sont des maisons, les petits ronds, ce sont des appartements. Ici, à droite, vous avez la densité de couleurs qui correspond à l'étage. Donc effectivement, toutes les maisons, les petits triangles, c'est étage 0. Et puis à l'intérieur, vous avez des immeubles qui parfois vont au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e étage. Et on voit parfois des points, comme par exemple celui-là, où juste ici, on a une densité de moustiques qui est un peu plus élevée que la moyenne, alors qu'on est quand même en étage un petit peu élevé. Mais globalement, on n'a pas assez de points en étage très élevé pour dire qu'il y a un lien entre étage et moustique tigre. Ça serait intéressant de creuser ce lien. Mais il nous est arrivé de trouver jusqu'au 4e étage des gens avec des densités de moustiques tigres assez importantes. Donc globalement, on en a plus en rez-de-jardin, mais ça peut arriver dans certains cas qu'on en ait en étage un petit peu élevé. Ça mériterait d'être creusé. Et on a aussi accès maintenant à tout un tas de scans de la métropole de Lyon avec diverses techniques. Et on pourrait mapper en fait nos densités de moustiques sur d'autres indices, pas en fonction de l'étage, mais par exemple des indices de végétalisation ou de bâti, pour voir si on aurait des profils qui pourraient se dessiner. Par exemple, toutes les fortes collectes de moustiques auraient eu lieu dans des zones très arborées, avec des buissons ou autres. On a notamment toute la métropole qui a été passée au LIDAR, qui est une technique de détection de la surface du sol et de l'élévation du sol, où on peut vraiment faire la différence entre les hauteurs d'arbres, les types de végétation. Donc, ça serait intéressant de regarder notre densité de moustiques en fonction de cette carte-là. Donc, ça, c'est des analyses qui sont en cours et dont on pourra vous reparler par la suite. Et puis, suite à ces collectes de moustiques, on a effectué, donc les agents de l'ERAD et en partie des gens de l'équipe dans laquelle je travaille au laboratoire IVPC, des visites chez les citoyens pour compléter en fait les informations, la collecte d'informations chez les participants de Moustim. Et on en a tiré notamment ce graphique qui montre en fait les différents gîtes de ponte de moustiques tigres qu'on a trouvés en faisant des visites chez vous. Et en fait, on voit que, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, il y a finalement en proportion assez peu de terrasses sur plot, mais ce qui ne veut pas dire que ça ne serait pas un problème, puisque pour une terrasse sur plot, vous pouvez vraiment avoir une production en quantité de moustiques qui serait extrêmement importante. Donc, même s'il y a une terrasse, ça peut être un gîte tellement énorme que ça peut presque vous pousser à déménager, quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'en proportion c'est faible qu'il ne faut pas le prendre en compte. Au contraire, ça reste un point, je pense, problématique. On a aussi remarqué que la proportion de contenants est autour de 10%.
Donc, nous, on a remarqué sur le terrain que les récupérateurs d'eau étaient de mieux en mieux entretenus, fermés, bâchés ou avec du film anti-moustique de la moustiquaire. Donc ça, c'est super et il faut vraiment poursuivre les efforts dans ce sens parce qu'on en a aussi vu qui n'étaient pas du tout, bâchés. Donc il faut continuer les efforts de ce point de vue-là. Et après, on va rentrer dans les deux dernières catégories qui sont les deux points majeurs, je pense. Donc d'une part, les contenants enterrés, ce qui est ici en vert, ce qui constitue un peu 30% des gîtes. Et là, effectivement, malgré toutes les informations qu'on avait pu passer à travers Moustim ou à travers d'autres médias, on en a trouvé quand même beaucoup en faisant les visites chez les gens, ces contenants enterrés, des bacs de rétention sous les avaloirs d'eau pluviale, des grilles de téléphone, enfin de zones où il y a les fils téléphoniques ou Internet qui passent, qui sont quand même assez inondés et qui peuvent servir de gîtes très importants. Donc ça, il faut vraiment continuer à aller soulever toutes les plaques qui sont chez vous, avoir la curiosité de regarder en dessous et de prendre les dispositions qui s'imposent pour retirer ces gîtes de ponte aux moustiques tigres. Et puis enfin, la dernière catégorie, la plus importante mais la plus difficile aussi à endiguer, c'est ce qu'on appelle les petits gîtes. Donc c'est tout ce qui est en violet ici et qui correspond à plus de la moitié des gîtes qu'on a trouvés chez vous, c'est-à-dire tous les petits contenants. Alors là, je vous ai mis une photo en exemple, mais on pourrait en citer plein, puisqu'on a trouvé des petits objets qui traînaient, des petits pots en verre, des cendriers, des pots oubliés dans le jardin, des soucoupes de plantes. On a trouvé aussi des bambous parfois mal taillés qui contenaient de l'eau. Et même si c'est tout petit, ça peut être un gîte de ponte assez important. Donc ça, c'est les plus durs à repérer, mais ceux qui constituent la majorité des gîtes de ponte et ceux sur lesquels il faudra aussi vraiment faire un effort pour vous individuellement, mais aussi collectivement pour essayer de contrer le moustique tigre. Donc si on résumait, les collectes de moustiques couplées aux visites à domicile nous ont permis de tirer deux grandes situations, on va dire, de vie par rapport aux moustiques. Une première qui serait plutôt en lien avec les domiciles individuels un peu pavillonnaires, où là on aurait une maison avec un petit jardin autour, où là la nuisance est vraiment liée au domicile en lui-même. C'est-à-dire que le moustique qui va vous piquer dans ce type d'endroit-là, c'est vraiment le moustique qui est né et qui reste autour de chez vous. Et donc là, c'est vraiment l'action individuelle qui va être à prioriser, c'est-à-dire rechercher tous les gîtes qui sont autour de chez vous et essayer d'y remédier pour faire quelque chose. Ce qui n'empêche pas que, en tant que participant Moustim, avec tous les médias, tous les supports que vous avez à disposition maintenant, vous transmettiez le message aux maisons d'à côté qui souffrent peut-être du même problème que vous, mais nous, on n'est pas au courant puisque ce n'étaient pas des participants au projet, et de transmettre les bonnes pratiques à vos voisins. Mais clairement, la nuisance ne vient pas des maisons d'à côté, c'est là, ça se passe, c'est chez vous que ça se passe. Et on en a vu beaucoup dans ce cas-là. Et la deuxième situation, c'est aussi une situation qu'on a beaucoup croisée. Là, c'est plutôt dans les immeubles, où en fait, on a des participants qui ont posé les pièges sur leur terrasse, dans des zones très minéralisées, mais qui ont collecté quasiment zéro, alors qu'en fait, ils se font beaucoup piquer. Et là, le problème vient, dans la plupart des cas, de la zone, on va dire, commune de la copropriété, le petit jardin ou le parking qui est au pied de l'immeuble. Et là, on pense qu'en fait, c'est plutôt une action collective qui est amenée en priorité, c'est-à-dire de voir avec les colotis tout ce qui pourrait poser problème et de se mettre d'accord sur un moyen d'y remédier. Donc, faire cette visite en bas de l'immeuble tous ensemble et choisir des moyens pour, par exemple, je ne sais pas, boucher le regard d'eau pluviale ou traiter dans un endroit où on ne peut pas accéder. Et après, dans un second temps, une fois que ces décisions collectives sont prises de manière unanime, pardon, et ben là, passer à une action personnelle où là, vous dites, bon, allez, c'est moi qui mets en œuvre aujourd'hui l'action de lutte mécanique contre ces gîtes-là, je passe devant, je m'en occupe et je fais quelque chose. Donc c'est plutôt dans le sens inverse, en fait, par rapport à la situation précédente, mais dans les deux cas, vous voyez bien que c'est un binôme entre l'action individuelle et l'action collective qui est à mettre en place à chaque fois, quelle que soit la situation. Donc, si on conclut sur Moustim, en fait, du point de vue des citoyens, nous, on a quand même noté un très fort intérêt pour les sujets autour du moustique. En témoigne la participation très forte à l'initiative du projet et puis tous les retours qu'on a des citoyens suite aux visites, toutes les discussions qu'on a pu avoir avec eux.
Et puis, d'un point de vue scientifique, les données qu'on obtient, elles soutiennent vraiment l'idée qu'on se faisait du moustique tigre et le plan qui est en vigueur, à savoir que c'est à l'échelle du micro-environnement, du domicile, qu'il faut faire quelque chose, puisque c'est à l'échelle de chacun que ça se joue, finalement. Et donc, la question clé qui vient maintenant suite à ce projet-là, c'est vraiment comment améliorer les leviers d'engagement, à la fois collectifs et citoyens, face au moustique tigre. Et nous, on pense que, en plus de tout ce qui est fait par nos collègues présents autour de la table, ces nouveaux réseaux d'acteurs, c'est-à-dire les réseaux entre les collectivités, les acteurs de la santé et les acteurs de la recherche, c'est vraiment quelque chose qui peut offrir un plus et être complémentaire dans la lutte contre le moustique tigre. Moustim et le projet RESEDAP en sont la preuve. Et puis l'outil de sciences participatives, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça permet des échanges avec les experts qui vont peut-être changer le regard des gens sur l'écosystème. Je pense qu'au début de Moustim, il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à ce qu'on passe des insecticides partout pour éliminer le moustique tigre et faire qu'ils puissent retourner rapidement sur leur jardin. Et je pense que là, le regard a un petit peu changé sur la manière dont une espèce cohabite avec une autre dans un écosystème et que on est bien conscient que c'est pas comme ça qu'on va s'en tirer. Donc, faire passer cette philosophie, c'est aussi les sciences participatives, c'est aussi un média pour le faire de façon très efficace. Faire émerger aussi des questions innovantes par rapport à ça, puisque je suis sûr que vous avez plein de questions qui surgissent en lien avec le moustique tigre et qui pourraient être des questions de recherche intéressantes et qui pourraient faire progresser notre lutte antivectorielle. Et puis, je pense que c'est aussi un moyen de cimenter l'engagement, c'est-à-dire que quand vous faites partie d'un projet comme Moustim, quand vous avez accès aux chercheurs, quand vous pouvez discuter avec eux et puis quand vous avez quelque chose à faire physiquement, un piégeage, un suivi, c'est quelque chose qui vous permet de vous engager de manière concrète et pas juste entendre un message que vous faites plus ou moins bien quand vous rentrez chez vous. Donc c'est une nouvelle manière, on va dire, de cimenter votre engagement. Et on a identifié en fait des pistes qu'on est en train d'explorer pour un Moustim 2. Donc tous ceux qui ont participé au projet Moustim 1 seront bien sûr chaleureusement invités à participer au projet Moustim 2. Donc d'une part, on est en train de travailler à renforcer le réseau d'acteurs. On a probablement d'autres parties de la métropole de Lyon, d'autres laboratoires de recherche qui pourraient être inclus pour changer un peu le niveau de travail de Moustim, à la fois localement, mais à la fois nationalement, puisqu'il y a d'autres gens qui s'intéressent aux moustiques dans d'autres métropoles, et on a bien envie de faire un réseau des métropoles par rapport à ça. Aussi, on a identifié vraiment un besoin de communication et de formation auprès des élus, qui sont comme n'importe quel citoyen, qui ont besoin d'être sensibilisés et d'apprendre. Mais par contre, la différence, c'est que leurs décisions dans certaines commissions peuvent changer peut-être des choses de manière beaucoup plus radicale qu'un simple citoyen, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis aussi être amené à innover dans la communication, dans la mise à disposition d'outils. J'en reparlerai juste après, mais on a réfléchi de manière très brève à peut-être des ateliers qu'on pourrait organiser avec les citoyens pour montrer des solutions techniques concrètes qu'on pourrait mettre en place pour remédier aux gîtes et nettoyer les gîtes qui sont chez vous. Donc ça, c'est aussi une piste qu'on aimerait bien creuser. Et enfin, l'ouverture d'un nouveau projet de sciences participatives qui pourrait être ce fameux Steam 2 à un plus grand nombre de participants, qui nous permettrait de faire des consultations pour émerger des nouvelles questions. Je pense que quelque chose qu'on n'a pas encore fait qui serait très intéressant, c'est de vous poser, vous, quelles seraient vos grandes attentes ou vos grands points de questionnement par rapport au moustique tigre et de voir ce qu'il en ressort. Peut-être de collecter de façon plus dense, mais sur des zones plus réduites, pour avoir des données de meilleure qualité, puisqu'on a vu que là, comme ça, jouer à l'échelle du micro-environnement, il faudrait peut-être faire un maillage de pièges, peut-être tous les 100 mètres ou tous les 50 mètres pour avoir une bonne définition. Et ça pose évidemment des défis logistiques qui sont importants, mais qui nous donneraient des jeux de données extrêmement intéressants. Donc, on est en train de s'y atteler. Et puis aussi, mieux comprendre, vous, les citoyens, face aux moustiques tigres. Et ça, on a des collègues anthropologues qui pourront rejoindre le réseau Moustim à l'avenir et venir faire des entretiens qualitatifs. Alors, moi non plus, je ne suis pas un expert en anthropologie, mais c'est vraiment des entretiens avec des anthropologues et des sociologues qui permettent de voir comment vous visualisez l'espèce et votre vie dans votre milieu et voir quel levier on pourrait activer pour faciliter la lutte contre le moustique tigre. Et puis enfin, ces fameux ateliers dont je vous parlais, qui représentent aussi un défi logistique
à organiser, mais qui pourrait être super pour les citoyens, venir apprendre concrètement comment boucher son regard d'eau pluviale ou comment mettre une moustiquaire sur un bidon, etc. Et ça, on a bien senti que c'était peut-être des demandes auxquelles il faudrait répondre. Voilà. Et si je termine cette présentation par cette slide, c'est parce que c'est peut-être le plus important à ramener chez vous. Donc, on a bien vu que attraper les moustiques tigres adultes avec des pièges, même les pièges les plus évolués, ce n'était pas la solution miracle et que c'était bien passer par l'élimination des gîtes qui allait changer votre vie, mais que ça prendrait du temps. Donc ça, je pense que c'est un message qui est bien ancré maintenant chez tous les participants. Vous avez vu que malgré tout, on a quand même réussi à trouver pas mal de gîtes chez vous quand on a fait les visites. Donc, c'est pas parfait, mais en même temps, c'est normal, hein. Il faut bosser. Et si tout le monde faisait ça parfaitement, il n'y aurait plus de moustiques tigres, probablement. Donc, il faut continuer le boulot et puis continuer l'engagement. Et ce n'est pas parce qu'on intervient sur les gros gîtes très visibles, typiquement les bidons et autres, que ça nous empêche de faire la chasse aux petits, parce que vous avez vu que les petits gîtes, c'est les plus pervers et les plus vicieux, hein, finalement, c'est eux qui nous posent beaucoup de problèmes, on l'a vu dans le graphique de proportion. Et enfin, vous voyez bien que c'est à la fois votre action chez vous, mais aussi le fait d'aller parler à vos colotis, à vos collectivités, à vos amis, qui sont aussi la clé pour progresser. Parce que maintenant, vous avez les messages, vous avez la formation pour aller parler moustiques, presque la légitimité, je veux dire, pour aller parler moustiques autour de vous. Et là, c'est important, et ça sera le dernier point, que vous diffusiez aussi les bonnes informations, c'est-à-dire celles qu'on essaie de vous transmettre tout au long du projet et puis qui sont accessibles à travers le site Moustim de la métropole et tous les médias qu'on vous mettra à disposition, cette présentation incluse, pour diffuser les bonnes informations et limiter les mauvaises aussi. On en a parlé lors de la réunion de lancement. Donc ça fait vraiment partie. C'est ces deux points, en fait, qui sont les deux facettes de la lutte. Et il ne faut pas que diffuser les bonnes, il faut aussi essayer de limiter un petit peu les mauvaises. Et enfin, je voudrais terminer cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long pour remercier tout le monde. Alors, bien sûr, je commence par remercier vous toutes et tous qui étaient les participants de Moustim parce que vous avez été super. On a rencontré des gens vraiment super motivés tout au long des visites. Vous avez effectué votre travail avec sérieux et consciencieux. Donc, merci beaucoup pour votre engagement. J'espère qu'on vous retrouvera sur d'autres Moustim. Et le dernier mot pour tous mes collègues du projet, en particulier les équipes de la métropole de Lyon, qui ont fait du super boulot pour organiser toutes les réunions, piloter le projet avec moi, toutes les équipes de l'ERAD aussi, qui ont fait tout le boulot de terrain, qui ont aussi piloté le projet et qui ont vraiment été super. Je pense que vous étiez tous super satisfaits, ceux qui ont reçu les visites de l'ERAD à domicile. Ma collègue Valérie de l'ARS Rhône-Alpes, mes collègues de l'IVPC, Barbara, qui est à côté de moi là pour son aide pour les visites aussi, et puis tout ce qu'elle a fait sur le projet. Et enfin, les collègues de l'agence phare qui sont encore en train d'analyser les résultats du petit questionnaire qui vous a été fourni lors de l'opération Moustim, mais dont on n'a pas pu vous montrer les résultats puisqu'ils sont encore en train d'analyser, mais ça viendra et puis on vous le communiquera. Et je termine aussi par remercier tous les organismes qui ont financé le projet RESEDAP et Moustim en particulier, notamment la métropole de Lyon et l'INRAE avec les tutelles de notre laboratoire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on est disponible pour prendre vos questions. Alors, on a une première question dans le chat. Bonjour, est-ce que les rapports du projet seront disponibles pour les participants et si oui, quand? Y aura-t-il un guide de bonne pratique? Boucher les regards, par exemple. C'est deux questions en une. Oui, alors je peux répondre sur la première partie. Donc nous, on a pour objectif d'essayer de vous mettre à disposition les résultats du projet, mais on a aussi pour objectif de les publier. Donc, on peut vous mettre à disposition les données du projet pour vos yeux à vous, mais que ça ne soit pas forcément diffusé autour de vous, puisqu'on a aussi l'objectif de publier ça. Et une fois que ça sera publié, là, tout le monde pourrait y avoir accès sans limite. Et peut-être je peux laisser la parole à mes collègues pour la deuxième partie de la question. Oui, alors pour le guide pratique, il n'y a pas à l'heure actuelle de guide pratique à l'attention des particuliers. On a des guides pratiques à l'attention des collectivités et à l'attention des exploitants d'habitat collectif.
Alors, ça peut servir pour un certain nombre d'entre vous, ce deuxième guide. Et puis, on a des outils d'information plus classiques avec des plaquettes qui vous donnent la liste des gîtes larvaires sur lesquels vous pouvez agir. Et toute cette documentation est disponible sur le site agirmoustique.fr, qui est un site régional qu'on a développé avec la métropole de Lyon, les conseils départementaux de la région, et sur lequel on retrouve toutes les informations utiles sur le moustique tigre. Le lien vous est mis dans le chat. Il y a juste un commentaire, mais qui rejoint l'idée que ce serait très bien d'avoir des mini-fiches pratiques avec les bonnes pratiques. Donc voilà, vous avez le lien. Ok, ben on retient la proposition. C'est intéressant de voir ce qu'on pourrait faire avec cette demande. Effectivement, ça peut faire partie des futurs outils à créer. Alors bonjour, merci pour cette restitution. Finalement, comment ont été sélectionnés les candidats retenus pour l'expérimentation? Je constate qu'il y en avait beaucoup dans le 3e arrondissement de Lyon. Tout à fait, merci pour la question. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas soulevé. En fait, on a sélectionné des gens sans origine, enfin, sans sélectionner sur la commune. Donc, on a pris des gens de toutes les communes dans lesquelles on avait des participants. Mais effectivement, il y avait des communes dans lesquelles on avait beaucoup plus de participants que d'autres. Donc, il y en a certaines où c'était proportionnel en fait à la quantité d'inscrits. Donc, si on avait beaucoup d'inscrits dans le 3e, je crois que le 3e, le 8e et Villeurbanne, c'était les communes dans lesquelles on avait le plus d'inscrits. Proportionnellement, on en a pris un peu plus que dans des communes où on en avait entre un ou deux. Bon, là, on en a pris, quand il y en avait qu'un, on en a pris un. Et quand il y en avait un ou deux, on a sélectionné, on a actionné un ou parmi les deux ou trois, en utilisant, quand il fallait faire un choix, notamment d'autres paramètres comme la petite lettre de motivation qui vous avait été demandée lorsque vous avez fait l'inscription à Moustim. Et ça a été peut-être un des paramètres qui nous a aussi aidé à choisir parmi tous les participants, même si on aurait bien voulu ne pas choisir et prendre tout le monde. J'ai appris par un technicien en intervention dans un local technique que ce dernier est infesté de moustiques dès les premières chaleurs. Qui doit agir sur ces sites? On n'a pas trop de précision sur... Ouais, si vous pouvez préciser quel type de local technique, si c'est sur un lieu public. Je pense que la personne est en train d'écrire. Local fibre sur le trottoir. Alors normalement, c'est le gestionnaire gestionnaire ou le propriétaire de la chambre technique qui est censé apporter une action corrective sur ces équipements. Oui, en fait, on n'a pas le droit d'intervenir dans ces chambres techniques. Elles sont de la propriété de l'opérateur. Donc, on souhaiterait pouvoir travailler avec ces opérateurs parce qu'on sait que c'est des chambres techniques qui sont à l'origine de production de moustiques, de fait de leur conception. Mais c'est pas évident parce qu'ils ont des contraintes techniques fortes par rapport au fait qu'il faut que ça soit isolé, il faut que ça soit bien fermé. Mais c'est pas assez étanche à l'eau et pas du tout étanche aux moustiques. C'est un vrai problème. Je peux rajouter quelque chose là-dessus, parce que sur les espaces publics, il n'y a pas que les chambres techniques des télécoms, il y a d'autres structures comme des avoirs d'eau pluviale sur la voirie qui peuvent produire du moustique tigre. Et les services de la métro de Lyon travaillent dessus. Donc, contrairement aux opérateurs des télécoms, la problématique est prise en compte et des solutions techniques commencent à apparaître. Donc ça, c'est une bonne chose.
Vous voyez aussi les questions là, qui s'affichent. Il y a même, la même question sur les toits plats des transformateurs électriques. Donc, je pense que c'est même réponse. Ouais. Construit dans les années 70 et pas entretenu avec l'écoulement d'eau et parfois bouché. Ça, c'est pareil. C'est au propriétaire, au gestionnaire de gérer. Ouais, vous pouvez aussi alerter si vous voyez des choses comme ça et que vous connaissez le propriétaire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire que vous avez identifié cette chose-là, hein. Au contraire, même, c'est mieux de le faire. Et aussi, oui, à la collectivité, exactement. Oui, il faut le signaler auprès de la collectivité ils peuvent essayer d'intervenir auprès des gestionnaires de ces équipements aussi de leur côté. Et puis, Difficile de contacter EDF. Donc, on revient collectivement. Donc, oui, vous adressez à votre collectivité locale. Quand est prévu le lancement de Moustim 2? On est en train d'y réfléchir. On va proposer une date. Ça dépendra un peu de ce qu'on décide de faire, notamment en termes de collecte. Donc, c'est un peu ça qui va tout définir. Mais on essaiera de faire un lancement peut-être sur un peu le même genre de calendrier que Moustim 1, mais c'est en réflexion pour l'instant. Bonjour, la visite chez moi m'a permis de prendre conscience de la date de démarrage des pontes début avril et donc du début de la vigilance accrue à avoir. Il y a désormais beaucoup de communication sur le démarrage de la période du frelon asiatique, mais à mon sens, pas le même niveau de communication sur le moustique tigre. En début de saison, un rappel vigilance pourrait être utile avant que les piqûres de moustiques nous rappellent à l'ordre. alors, les communes ont reçu au début du mois de ce mois, ou fin du mois de mars, une lettre d'information pour qu'ils puissent diffuser auprès de la population l'information du démarrage de la saison moustique et leur demandant de faire passer les messages comme quoi il faut d'ores et déjà mettre en place des actions qui permettent d'éliminer les gîtes larvaires. On diffuse auprès des communes et des communautés de communes ce type de lettre d'information 4 fois dans l'année. Des périodes qui ont été identifiées comme étant un peu importantes pour pouvoir, enfin dans la période de reproduction du moustique. Donc le tout début de la saison pour qu'on évite d'avoir des émergences dès le mois d'avril. Une diffusion au mois de mai qui est la date de démarrage de la surveillance renforcée de la présence du moustique tigre. Alors, pour les communes qui sont non colonisées, hein, dans lesquelles on ne connaît pas la présence du moustique, mais également c'est une période de surveillance renforcée pour les maladies transmises par ce moustique qui court de mai à novembre. Donc les maladies dengue, chikungunya, Zika. Donc on communique à ce moment-là. On recommunique au milieu de l'été parce qu'on s'est rendu compte que que le moustique tigre ne part pas en vacances et que souvent, quand on part en vacances, en fait, on oublie de gérer ses gîtes dans sa propriété ou dans son espace extérieur et que le retour de vacances peut être catastrophique pour les habitants qui reviennent de vacances ou pour les voisins. Et puis, on rediffuse encore une information à la fin de la période pour rappeler que c'est pas parce que le moustique tigre ne se développe plus et n'est plus présent qu'il faut arrêter d'intervenir sur les gîtes et qu'il faut éventuellement utiliser cette période hivernale pour pouvoir réaliser les petits travaux qui permettent d'éliminer durablement les gîtes larvaires. Et si je complète, peut-être qu'un des points qui peut faire une différence par rapport au frelon, c'est que parfois le sujet frelon est pas mal repris par des associations locales. Moi, je vois dans ma commune, par exemple, l'association qui s'occupe d'environnement nature récupère beaucoup le sujet frelon, mais pas du tout le sujet moustique, ce qui peut-être augmente artificiellement la visibilité du sujet frelon par rapport au sujet moustique. Donc, un des points de travail, ça serait peut-être que les gens qui s'occupent
de nature dans les communes, les associations d'environnement, etc., qui ont des compétences sur les abeilles, les frelons, les fourmis, etc., s'emparent aussi des sujets moustiques pour que ça soit aussi quelque chose qui fasse partie de leurs préoccupations. Traditionnellement, c'est plus des insectes, on va dire, utiles, typiquement les abeilles, etc., qui sont un peu choyés et étudiés et connus. Et le moustique, il est un peu laissé de côté. Et je pense que ça, c'est aussi une piste qu'on pourrait explorer pour que ces associations-là prennent en charge le sujet moustique et du coup augmentent la visibilité et nous aident à le rendre plus visible. Oui, ça me fait penser que, peut-être juste pour compléter, on souhaiterait que dans les communes et dans les intercommunalités, il y ait des référents, alors, moustiques ou plutôt multi-espèces d'ailleurs, parce qu'on parle du frelon asiatique, mais il y a d'autres espèces sur lesquelles les collectivités sont amenées à intervenir ou en tous les cas à minima diffuser de l'information pour faire de la prévention. Et on souhaiterait que les communes puissent nommer des référents. Justement, ces personnes pourraient être des personnes qui mettent en place des actions spécifiques de sensibilisation, d'information, ou qui pensent à communiquer au bon moment en l'occurrence, sur le moustique tigre. Sur la base du volontariat ou une Alors, forme sur de, la, non, non, de- oui, sur la base du de- volontariat, il n'y a pas d'obligation réglementaire, Ouais, hein. ça va. C'est vrai qu'idéalement, on aimerait qu'il y ait un binôme agent technique élu, parce que, on l'a dit tout à l'heure, les élus sont très importants pour pouvoir mettre en œuvre des actions, ne serait-ce que de communication sur une thématique quelle qu'elle soit, hein. Là, on parle du moustique tigre, mais c'est vrai pour toutes les thématiques en matière de prévention. On a besoin que les élus connaissent le dispositif et soient motivés pour que la commune puisse mettre en place des actions sur un sujet donné. Donc ça peut partir des citoyens. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit l'ERAD est présent avec un stand pédagogique lors de certaines manifestations municipales type fête du printemps. N'hésitez pas à demander à vos élus de les faire venir. Donc c'est vrai que c'est une démarche un peu citoyenne aussi, proactive envers les élus. À notre niveau de riverain, cette lettre d'information ou flyers sont-ils actuellement disponibles en ligne pour l'afficher sur Agir Moustique dans nos copros? Je pense. En fait, c'est est-ce que un riverain peut avoir accès à une lettre d'information ou flyer disponible sur Oui. Agir Moustique et les Oui. afficher? Les flyers sont disponibles sur Agir Moustique et les lettres d'information également sont accessibles. Alors, il faut aller dans la rubrique collectivité pour les retrouver. Ok. Et vous verrez, si vous remontez un tout petit peu dans le chat, on vous a partagé également la liste sur Agir Moustique sur les bons gestes. Donc voilà, il y a pas mal d'informations sur ce site téléchargé. On peut prendre encore une ou deux questions si vous en avez. Est-ce que vous confirmez que le moustique tigre n'est pas forcément présent au bord du Rhône? Alors, les milieux naturels qui sont présents au bord du Rhône, notamment les prairies inondables, les forêts alluviales, lorsqu'elles s'inondent, ne sont pas des milieux où le moustique tigre va pouvoir se proliférer, se reproduire. Par contre, dans une forêt alluviale, on peut avoir des creux d'arbres. Et ce type de cavité peuvent être exploitées par le moustique tigre. Donc, on peut très bien observer des moustiques tigres à proximité des bords du Rhône, mais son origine serait à rechercher au niveau des cavités, au niveau des arbres. Mais c'est pas une espèce qui va se développer au niveau des prairies inondables ou dans les zones de marécage. Alors, si nous avons épuisé les questions des participants, il me reste à vous remercier. Ah, alors on y retourne. Alors, l'idée de référent élu et services techniques est une bonne idée. La métropole ne peut-elle pas être moteur pour la formation d'ambassadeurs au niveau des communes?
dans tous les cas, la métropole est associée à cette réflexion. Les modalités sont à réfléchir et à voir comment, effectivement, quel peut être le lien le rôle de la métropole dans l'animation d'un tel réseau. Il y a une animation qui est prévue à l'échelon régional. C'est pour ça que les communautés de communes sont particulièrement visées, parce que animer un réseau de référents à l'échelle, enfin des référents communaux à l'échelle de la région, c'est beaucoup trop important. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de passer par des référents intercommunaux. Mais bien évidemment que c'est un travail qu'il faut enclencher avec la métropole, effectivement. Alors, je change un tout petit peu de sujet. Je ne vais pas parler d'ambassadeurs, mais les services de l'ERAD contribuent à former également les élus et les techniciens des communes de la métro de Lyon, excepté la ville de Lyon. Mais il y a quelques communes qui se sont déjà montrées intéressées par ces formations et qu'on a déjà formées. C'est pas encore la majorité, mais c'est une possibilité qui existe. Une question sur pensez-vous que la création de mares est une bonne idée? C'est exactement ça. Ça dépend pourquoi. C'est toujours la même question. Est-ce que c'est une bonne idée pour réintroduire de la biodiversité en ville? Bien évidemment. Est-ce que ça va contribuer à permettre la prolifération du moustique tigre? La réponse est non. Et est-ce que ça va contribuer à faire chuter la densité des populations de moustiques tigres? Eh ben, la réponse est également non. Donc tout dépend de ce qu'on entend par une bonne idée en fait. Alors, est-ce que vous pensez que nos actions vis-à-vis des contenants individuels seront vraiment efficaces puisque vous indiquez que la végétation elle-même offre des lieux de ponte? En d'autres termes, la femelle moustique trouvera-t-elle toujours un moyen de pondre? Alors, ce qu'on disait, c'est que il y a une différence entre les gîtes de repos et puis les gîtes de ponte. C'est-à-dire que oui, il y a des creux d'arbres dans lesquels la végétation peut servir de gîte de ponte, mais bon, de toute façon, si on fait rien, ça sera pire. Enfin, j'imagine que c'est dans cette idée qu'on peut aller. Tu veux compléter Oui, par rapport au nombre de cavités qu'on peut trouver dans les creux d'arbres, c'est extrêmement faible en fait. Donc c'est des gîtes potentiels qui existent, mais qui, par leur faible nombre, ne vont pas contribuer à la prolifération du moustique tigre. Après, il faut être précis sur la végétation. Quand on parle de végétation sur laquelle il pourrait y avoir une action, en fait, c'est tout ce qui est végétation type arbustive, des petites haies, ne contribue pas à la prolifération du moustique tigre. C'est simplement des gîtes de repos qui vont être utilisés par les femelles notamment pour se protéger des fortes températures. Donc la végétation en elle-même, c'est pas un problème. On met de côté les creux d'arbres qui sont extrêmement rares au final, et qui vont produire très peu par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver sur l'espace privé ou sur l'espace public en termes de gîtes artificiels. C'est souvent aussi quelque chose qu'on observait quand on a fait les visites, c'est-à-dire que les gens se faisaient beaucoup piquer à proximité de leurs tomates ou autre. C'est quelque chose qui est souvent sorti. Et nous, ce qu'on expliquait, c'est que c'est pas là que naissent les moustiques qui vous piquent, c'est plutôt là qu'ils se cachent une fois adultes. Donc, c'est deux sujets un peu différents. Mais après, on a beaucoup cette réflexion de dire, bon, bah, on illumine des petits gîtes, c'est beaucoup de travail. Au final, il y en restera sûrement. Bah, c'est un peu comme tout. Je veux dire, il y a 10 ans, on ne faisait pas de tri sélectif, même si, bon, tri sélectif, c'est un euphémisme, mais on ne faisait pas de tri. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu presque une habitude commune. Et tout le monde a sa poubelle jaune et on la remplit et elle est de plus en plus remplie. Donc, je pense que pour les gîtes de moustiques tigres, c'est un peu la même chose. On ne faisait pas grand-chose et peut-être que ça va devenir une habitude et que maintenant, tout le monde va se mettre à traiter ces gîtes de moustiques. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut tendre pour arriver à quelque chose, avec cette difficulté qu'il faut garder bien en tête, c'est que faut vraiment que tout le monde le fasse. Et c'est là aussi où Moustim peut vous être utile, parce que vous, ça peut vous aider à vous saisir de votre responsabilité, entre guillemets, maintenant que vous êtes formé, pour faire passer ce message, puisque on va dire le spread du message est vraiment très, très important, quoi. Il faut le diffuser de la manière la plus large possible.
Oui, puis je voudrais juste compléter en indiquant qu'on a quelques retours qui montrent que les actions de lutte contre les gîtes qu'on a l'habitude, enfin, qu'on rencontre habituellement dans les jardins fonctionnent. On ne va pas avoir une élimination totale des moustiques, mais on a quand même une diminution de la pression, enfin du nombre de moustiques et donc une diminution de la nuisance. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est par cette action-là qu'on arrive au moins à diminuer la nuisance liée aux moustiques. Mais effectivement, il faut que ça soit une action collective, c'est-à-dire que si on est les seuls à agir dans notre environnement proche, on n'en mesure pas forcément les conséquences tout de suite. Et il faut que nous, nos voisins proches et un peu plus éloignés agissent également, éventuellement que la commune agisse sur l'espace public s'il y a des gîtes larvaires sur l'espace public pour qu'on puisse mesurer l'action et les bénéfices de cette action. Et après, si ça doit passer par une minute moustique après le journal de 20 h, on essayera, hein, pas de problème. Eh bien, merci beaucoup à tous. On va s'arrêter là probablement. Merci de votre attention. Vous étiez une trentaine de participants à cette restitution et à cet échange. Merci encore de votre implication tout au long de cet exercice qui était aussi nouveau pour nous et on est ravis de voir que vous avez vraiment répondu positivement. Merci à l'ensemble des partenaires qui ont porté cette démarche à bout de bras. Alors, je crois que Vincent voulait essayer de faire une petite photo. Donc, si vous avez la possibilité d'allumer vos vidéos et si vous nous autorisez à faire une capture d'écran, voilà, on aimerait bien vous immortaliser avant de terminer. C'est super sympa. Voilà, donc on va attendre que vous soyez... Ah, vous êtes vraiment super. Allez, 1, 2, 3, moustique. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour la suite des aventures. Donc, on ne vous promet pas des nouvelles tout de suite, mais en tout cas, on reviendra vers vous. Et puis, Vincent également là, sur la suite de la valorisation des résultats, parce que c'est important. C'est un programme de recherche, vous y avez contribué. Donc, voilà, je pense qu'on portera à votre connaissance aussi les publications, etc. Voilà. Voilà. Merci à tous. Passez un très bon week-end et n'oubliez pas de chercher les gîtes.